Au fond, quand on m'a proposé de participer à cet atelier, j'étais très curieuse parce que tout en étant dans le département où il y a une forte composante traduction, traductologie, on ne travaille pas si souvent ensemble et je trouve que c'est intéressant de le faire, d'autant plus qu'au département, je suis finalement la spécialiste de ce qu'on appelle les littératures francophones, donc à savoir l'étude des littératures hors France et Québec, au fond. Puisque je peux me retrouver donc principalement à lire des textes de la Caraïbe, d'Afrique, mais aussi, pourquoi pas, de Suisse et de Belgique. Vous voyez ? Donc le corpus est immense. Et il y a une deuxième chose avant de commencer mon petit topo, c'est que pour ma part, je suis de la Guadeloupe. Donc j'ai une tradition bilinguiste entre le français et le créole. Et le texte dont je veux vous parler, donc c'est un texte de Patrick Chamoiseau qui, lui, écrit en français avec toutes sortes de techniques de traduction du créole que je voudrais étudier avec vous aujourd'hui. Et c'est un créole de la Martinique qui n'est pas tout à fait le même que le mien, de même que ce n'est pas tout à fait le même que le créole haïtien. J'ai pensé néanmoins que ça pouvait être intéressant pour vous dans la mesure où, avec les Antilles et la Caraïbe en général, on a affaire à à des autochtones diasporisés, si je puis dire, puisqu'ils sont arrivés, comme vous le savez, ces descendants d'esclaves en même temps que les Blancs, que les populations dites autochtones, Caraïbes, ont été très vite décimées. Il y a très rares familles, dont je fais partie, qui sont encore de cette histoire, de cette histoire de génocide finalement. Et en plus, ce créole est devenu, depuis les années 80, comme un peu la revendication du français au Québec pendant longtemps, donc un signe de légitimité culturelle, un signe d'appartenance historique à une tradition culturelle particulière, etc., etc. Mais on voit bien que cette formation du créole comme une langue de résistance est une formation à la fois historique et peut-être aussi un peu artificielle. Donc on est vraiment dans une espèce de double paradoxe, ou si vous permettez, une double mise en abîme qui va se traduire, entre autres chez Chamoiseau, par justement une traduction de la traduction de la traduction. Hein, et c'est ce que je vais essayer d'un peu vous montrer. J'avais préparé, je vous le fais passer comme ça, vous allez peut-être pouvoir le suivre à deux, quelques copies de tableaux de traduction du créole vers le français. Alors il y a trois types de traduction. Le créole employé par Chamoiseau directement dans son texte, les traductions qu'il propose certainement à la demande de son éditeur pour les locuteurs français qui vont lire son texte, et la traduction littérale du créole employée par Chamoiseau, et vous montrer un petit peu les différences qu'il propose en traduisant pas tout à fait exactement ce qu'il a dit en créole. Vous voyez un peu, donc il y a tout un jeu, donc peut-être un pour deux, je ne sais pas. Donc très rapidement vous présenter Patrick Chamoiseau, c'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu. Il est surtout connu pour avoir gagné le prix Goncourt en France en 92. Donc je vous rappelle que c'était l'année de célébration du 500e anniversaire de la découverte des Amériques. J'ai bien dit ça. Donc pour le célébrer, on rappelle qu'en France on avait donné le Goncourt à Chamoiseau et le Nobel, c'était très bien tombé. On avait donné à un écrivain de Sainte-Lucie, en Caraïbes aussi, Derek Walcott. Donc tout est beau, tout est gentil. Et en fait, Chamoiseau, bien avant ce texte, Texaco, qui a obtenu le prix Goncourt, il avait publié deux textes littéraires. Et celui qui fait l'objet de cette recherche, c'est Chronique de cette misère. L'autre texte, pour lequel il est très connu, ce sont des textes de type essai, Éloge de la créolité et lettres créoles, dans laquelle donc Patrick Chamoiseau va développer un peu son système et son manifeste littéraire, qui est finalement de pervertir, changer, transformer le français pour rendre compte de la nature créole, finalement, de la culture dans laquelle il s'inscrit lui-même, pour dire ça de façon rapide. Un autre penseur, lui aussi originaire de la Martinique, comme Patrick Chamoiseau, Édouard Glissant, va rédiger la préface de ce texte littéraire et il va dire ceci, qui a un peu inspiré ce papier. La masse inextricable du vécu, l'interrogation des sources du langage et de l'histoire, le débroussaillage de ce que j'ai nommé notre antillanité.
Voici un petit peu ce que Glissant retrouve dans le texte de Chamoiseau. Et il va plus loin, et j'ai beaucoup apprécié cette façon qu'il a eu de décrire le texte et le style utilisé par Chamoiseau. Je cite encore Glissant. « Savourant les bonheurs d'expression dans les histoires que conte Patrick Chamoiseau, nous apprécions sa technique, laquelle convient à cette usure, porteuse de leçons et vivace malgré tout. Son récit s'ordonne à la manière d'un suspens, il roule au bord d'une catastrophe incessante. » Et c'est bien cela que j'essaye d'atteindre dans cette étude, cette catastrophe incessante où finalement la traduction de la traduction de la traduction est au bord de l'incompréhension. Cette technique que je propose d'analyser ici, c'est une technique d'écriture qui va se nourrir du multilinguisme. Enfin, un intérêt du roman, effectivement, c'est qu'il est le tout premier d'une série où progressivement va se mettre en place cette technique qui va culminer dans Texaco. C'est cette naissance d'un style que les conditions de publication de cette première œuvre vont nous permettre de retrouver. Chamoiseau explique du reste, dans un entretien qu'il a accordé à Lise Gauvin, je cite, « Pour mon premier texte, Chronique de cette misère, l'éditeur avait demandé des traductions. C'est pourquoi dans ce livre, il y a beaucoup de petites parenthèses qui expliquent certains mots. Comme c'était mon premier texte, j'étais tellement contente d'être édité que je n'ai pas discuté et j'ai mis ces parenthèses. Par la suite, elles ont disparu, ce qui est vrai. Donc c'est la première fois où on propose, en toutes lettres, à côté de l'expression créole, entre parenthèses, une traduction dont certaines donc, ont été reprises dans un petit tableau qui circule en ce moment. Donc, nonobstant le travail de relecture et correction effectué par les lecteurs de la maison d'édition, parce que le livre a été publié chez Gallimard, on comprend, même s'il a été un peu forcé par son éditeur, que Chamoiseau assume toutes les traductions qu'il propose. Donc, très rapidement sur l'histoire du créole, mais je ne vais pas trop durer, hein, vous savez qu'il a été formé à partir de mots du dialecte parlé au XVIIe siècle, dans l'ouest et le nord de la France. Il a aussi été issu de langues parlées en Afrique de l'Ouest. Et je précise, il s'agit d'une langue du Dahomey, le Fon, F-O-N. Et j'ai été très surprise une fois en tombant sur une grammaire du Fon, que je connaissais toute la conjugaison, hein, puisque ce sont exactement les mêmes verbes et la même façon de faire le présent, le futur, le passé et même le conditionnel. Donc la langue, au niveau des verbes employés en créole, c'est exactement la même chose. En revanche, pour ce qui est du lexique, on va avoir aussi des mots qui viennent d'Afrique de l'Ouest. On va avoir aussi des mots parlés par les autochtones qu'on appelait les Arawaks. Donc, par exemple, pour parler des animaux, le manicou, on va le retrouver dans le texte de Chamoiseau. On va avoir aussi de l'anglais, parce que la Martinique, comme la Guadeloupe, a été un moment anglaise pendant une dizaine d'années, à la fin du XVIIIe siècle. Donc on va garder, comme au Québec d'ailleurs, des mots comme job, jobber, ou pour parler du plateau, le train. Okay. Tous les créoles, de façon générale, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe ou en Haïti, ont poussé à une grande simplification des formes lexicales. Un même mot peut être selon le contexte, nom, verbe ou adjectif, pas beaucoup de suffixes, création lexicale qui utilise beaucoup la composition, donc on va avoir un lien, par exemple, qui va faire un seul mot, adjectif plus nom, petit garçon, un petit garçon, un nom plus un nom, virer, dérivé, ou un verbe plus un verbe, il prend courir. Hein? Ou encore, quand on insulte, on va dire il salope, vous entendrez ça dans la rue, il salope, ça veut dire c'est un salaud. Hein? Donc on le fait en raccourci. Quelques règles évolutives permettent aussi de passer du français au créole en prenant des exemples tirés de Chamoiseau. Alors je vais vous passer ça rapidement. On va utiliser des aphérèses, c'est-à-dire la disparition de la syllabe initiale de certains mots. On va dire yam pour igname. On va faire agglutination d'articles, femme-là pour dire la femme. On va utiliser des métathèses, bolhomme pour bonhomme, des épenthèses, clourer pour clouer, etc., etc. Le fait que le créole dérive pour une large part du français nous met plutôt que dans une situation de multilinguisme, dans ce qu'on appelle en linguistique un contexte diglossique. En effet, le contexte est possible parce que les locuteurs distinguent ce qui peut être dit dans une langue et pas dans l'autre. Donc si le créole et le français fonctionnaient comme deux niveaux de langue, schématiquement le français ça serait la langue haute, ça serait le niveau soutenu de la langue, le créole le niveau familier, la langue basse. D'ailleurs, cette situation de diglossie est exprimée systématiquement par Chamoiseau. Le français, par exemple, va être la langue d'intimidation. Je ne sais pas si parmi vous certains parlent créole.
Donc je vais pouvoir lire ces insultes sans choquer personne. Espèce de salope mal cochon chez macaque, etc. Et on va continuer. On va continuer ensuite. En habitué, après on repart à la longue bloc, toujours dans la même phrase, en habitué à ce genre d'agression, le séducteur fit face calmement et sortit, On va aussi avoir dans le roman carrément un petit clin d'œil à Aimé Césaire, dont on connaît tous Discours sur le colonialisme ou encore Retour d'un cahier au pays natal. Et Césaire, effectivement, qui est martiniquais lui aussi, mais est connu pour une utilisation haute, très haute du français, n'est-ce pas? Et on va mettre en scène, par exemple, Aimé Césaire. Césaire, je cite, patient, questionné gentiment, « Mais comment faites-vous pour conserver les tubercules d'igname aussi longtemps avant qu'ils ne germent ?» Et on lui répond, « Hein, qu'a mis c'est là, qu'a dit moi ?» Vous voyez, donc tout ça est ainsi dans le texte. Donc dans le petit tableau que vous avez là, la traduction du créole en français proposée par l'auteur n'est pas toujours pertinente. Les traductions d'un écrivain et l'interprétation qu'il propose en français sont d'abord, en ce qui me concerne, une espèce d'indice d'élaboration d'écriture. Alors dans le petit tableau que vous avez, peut-être, on ne va pas tous les voir, mais regardez par exemple... il y en a plein d'intéressants. Bon, voilà, la dernière, en fait, tout en bas. Quelle page? C'est-à-dire la page où il y a 8 décembre 2015, l'endroit. Donc, page 225, hein, tout en bas, on dit « Yo en didan, Antonio Yele ». Ok, « Yo en didan ». Et on va traduire, traduction oiseau va être entre parenthèses la traduction suivante. Il y a du monde dedans, j'ai entendu des cris. Alors qu'en fait, c'est une forme, comment dirais-je, très grammaticale du créole qui se traduit littéralement par « ils sont à l'intérieur, je les ai entendus crier ». Donc la forme en français que propose Chamoiseau est moins noble que la forme créole originale. Vous voyez un petit peu ? Donc il y a aussi dans la façon dont il va traduire des changements qui ne sont pas forcément justifiés avec le niveau d'écriture en français qui entoure ce passage en créole. Vous voyez un petit peu ? Dans un cas sur trois, d'ailleurs, l'auteur ne propose pas de traduction, soit qu'il estime que le contexte suffit à la compréhension, soit qu'il s'agit d'un dialogue dans la suite est donné en français. D'ailleurs, les traductions proposées par l'auteur du créole en français sont souvent moins riches ou moins précises qu'une traduction littérale. C'est-à-dire que l'auteur se contente de l'effet de style que représente en lui-même ce passage transcrit en créole. L'effet d'étrangeté pour le lecteur non créolophone, tribut à la réalité créole où se situe le roman. Donc ce sont plus des marqueurs culturels, si vous voulez, et peu importe qu'on les comprenne ou pas, mais il s'agit de mettre le lecteur dans une situation d'étrangeté peut-être radicale, n'est-ce pas? Donc la traduction ne vient qu'à l'appui, mais encore, ce qui compte, c'est le passage en créole. D'ailleurs, après, comme il l'a dit lui-même, il va supprimer ces passages. Une autre façon qu'il a de travailler, c'est de le faire... alors, je ne vous ai pas mis ce tableau-là, mais rapidement, il existe aussi deux niveaux de traduction du créole en français chez Chamoiseau. Il va faire des traductions plus allusives. Il va faire aussi quelquefois des traductions très littérales. Il va écrire, par exemple, directement en français, « l'échappée coulis ». Quand on vous dit « l'échappée coulis », ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, c'est la traduction littérale d'une expression en créole qui est « chappé coulis », qui veut dire tout simplement quelqu'un dont un des ancêtres vient d'Inde. D'Inde, le pays d'Inde, pas la Turquie. Okay. Par ailleurs, Chamoiseau pratique l'emprunt aussi dans le français, dans lexique créole. On va trouver des mots comme tambouiller, ou encore on va reprendre des expressions idiomatiques en créole directement en français dans le texte. Par exemple, l'expression « elle n'avait pas donné la longueur de leur chaîne ». Et alors en créole, c'est directement traduit du créole, yopate ba une longueur chaîne ayo, qui simplifie, dirait, elle n'avait pas donné toute leur envergure, toute leur possibilité d'agir.
La plupart du temps, comme convenu avec son éditeur, l'auteur va donner entre parenthèses la traduction du mot employé, qu'un boiseur, par exemple, c'est un sorcier, etc. Quelquefois aussi, le procédé va être hybride, ça va être un mélange de français créolisé et de créole. Ou encore une séquence proposée à la traduction, foutelico, fichez-moi le camp, ou encore la traduction d'un mot est-elle proposée en postposition, comme une redondance du créole. On va trouver une expression comme il est resté jock. Jock en créole, ça veut dire très alerte, et c'est ce qu'on va voir dans la phrase il est resté jock, virgule, très alerte. Donc voici un petit peu toutes les techniques qui vont être employées pour Chamoiseau, justement pour faire ce que j'appelle du créole en résistance à l'intérieur d'un texte littéraire. On va avoir des procédés extrêmement composites, les dialogues notamment vont être truffés d'interjections comme on les utilise souvent dans les formes de l'oralité créole, et ces expressions d'ailleurs vont être données elles aussi sans traduction. À rebours, des expressions idiomatiques en français sont transvesties en français dit créolisé. Alors vous connaissez l'expression sans tambour ni trompette, eh bien on va écrire sans tibois ni tambour. Le tibois étant petit appareil de percussion utilisé dans les orchestres traditionnels. On va encore avoir des expressions comme sans macailler ni hésiter, qui est l'équivalent en créole d'une expression française, mais qu'on a écrit directement en français. Il va y avoir des jeux de signification seulement accessibles aux lecteurs chlorolophones. Par exemple, on va appeler quelqu'un monsieur Joubaré. Joubaré, ça veut dire le moment du crépuscule. Or, ce Joubaré, c'est un sorcier. Et effectivement, il travaille à la fin du crépuscule. On va avoir aussi quelqu'un qui va s'appeler la peau chaudée. La peau chaudée, c'est en fait quelqu'un qui a eu une brûlure sur le visage ou sur la peau. Et on apprend que ce personnage-là a eu le visage défiguré parce que sa concubine lui a lancé de l'acide. Vous voyez un peu? Donc on va jouer aussi sur des noms de personnages dont les noms signifient quelque chose en créole. Beaucoup d'écrivains, comme Chamoiseau d'ailleurs, vont puiser largement dans le fond lexical, la faune, la flore, la nourriture, etc. Donc on va avoir des mots comme café, gros sel, manioc, épices, chocolat, gros cacao, herbe à tout mot, etc., etc. Il va y avoir des trouvailles, par contre, qui prouvent quand même qu'il s'agit d'un texte qui joue vraiment sur le littéraire et sur le stylistique. Des métaphores du créole, mais qui en français vont prendre une toute autre dimension. On va décrire un personnage en disant « Elle avait mis ses yeux mi-clos en véranda ». Qu'est-ce que vous comprenez? Elle avait mis ses yeux mi-clos en véranda. La véranda, ça accueille les gens. Oui, la véranda. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les maisons créoles. Hein. D'ailleurs, c'est marrant ici au Québec, je trouve qu'il y a beaucoup de maisons qui ressemblent à des maisons créoles, les maisons que les gens achetaient sur le catalogue Sears, là. Donc avec la grande véranda autour. Hein, et donc les gens s'installent le soir quand il fait un peu moins chaud pour prendre l'apéritif, etc. Et donc la véranda, souvent, a aussi tout autour une barrière de bois blanc. Hein. Donc quand on dit, et les gens comprennent tout de suite les yeux mi-clos en véranda, donc c'est un moment de repos et le moment où les yeux sont à moitié ouverts et les cils font barreau de la barrière de véranda. Oui, ça fait toute une image qui circule. Hein. Il y en a une autre qui est jolie aussi quand il dit « Elle mit ses dents à l'embellie ». Elle mit ses dents à l'embellie, je pense que vous comprenez qu'elle sourit. Okay? Mais c'est encore plus parlant que ça comme métaphore parce que, en fait, l'expression créole normale, c'est mettre les draps à l'embellie. Qu'est-ce qu'on met les draps à l'embellie? C'est qu'on va les déposer sur le sol ou plutôt même sur un rocher au bord de la rivière pour qu'ils puissent blanchir au soleil. On les met à l'embellie. Vous voyez, donc il y a tout un contexte culturel qui est lié à ces expressions qui peuvent paraître très poétiques en français si on n'a pas, etc. Donc il y en avait d'autres que j'aurais pu vous proposer. Il y a aussi, pour le créolophone, des expressions qui le déstabilisent. Donc de même qu'on va déstabiliser le francophone, on va aussi déstabiliser le créolophone. On va dire par exemple une phrase comme « la canne est cagou ». Alors cagou,
c'est quelqu'un qui, quelquefois, a un peu trop bu, ou encore qui ne s'est pas bien réveillé le matin. Si on dit la canne est cagou, ça veut dire que la canne à sucre n'est pas en bonne santé, ou peut-être qu'elle n'a pas été assez arrosée, ou qu'elle n'a pas bien poussé. Mais ça ne se dit pas en créole. Donc il invente en français une expression qu'on comprend, mais qui déstabilise le créolophone. Okay? Donc, tentative de recréation de la parole du conteur et les mots désignant ce style ouvre soudain un espèce de précipice d'obscurité de la langue créole, comme un précipice d'obscurité de la langue française. C'est pour ça que c'est ainsi que j'illustre l'expression de glissant au bord d'une catastrophe incessante, n'est-ce pas? Inspiré aussi du rythme du créole, les répétitions, par exemple, on va avoir des phrases comme « un envoi de beauté sur la beauté et sans arrière de joli derrière le joli », qui sont exactement ce qu'on va entendre lors d'un conte créole où on va par exemple décrire l'héroïne, mais on va ici le dire en français. Elle était si belle, si belle, si belle et tellement jolie. On va voir d'ailleurs dans l'histoire, et je vais peut-être finir là-dessus, un conte qui va être mis en abîme à l'intérieur du récit romanesque, l'histoire de Thibout le colibri, qui va reprendre encore plus formellement les caractéristiques du conte antillais, selon un style que Chamoiseau et d'autres vont décrire dans Éloge de la créolité comme étant l'oraliture. Qu'est-ce que c'est l'oraliture selon eux? C'est à la fois, je cite, le mécanisme de production et le résultat de la production langagière lié au processus de transfert neuronal que constitue la mémoire collective à long terme. Il y a là, à l'évidence, une différence radicale entre oralité et littérature, le rapport au circuit sensoriel et à la mémoire étant radicalement différents l'un de l'autre. Donc on essaye de rejoindre, à partir du mot oraliture, deux processus de vécu, si je puis dire, du littéraire. Donc au fond, ce premier roman va hésiter entre le français créolisé par traduction littérale d'expressions de tournure créole, par emploi de termes du lexique créole dans des phrases en français, plus rarement par citation, notamment dans les dialogues de phrases créoles dont l'auteur ne donne pas toujours la traduction, ou alors seulement un équivalent rapide et approximatif en français, comme si, sous cette contrainte imposée par l'éditeur, il souhaitait maintenir une certaine opacité du créole dont le voile ne pourrait être levé que par le lecteur créolophone. Ces procédés de translittération, de transposition, de traduction d'une langue à une autre, ce ne sont pas nouveaux. On avait déjà trouvé ça chez certains écrivains africains. On parlerait par exemple de Samben Ousmane qui le fait avec la langue wolof, Aminata Solfal qui le fait dans le Jujulier du Patriarche, et surtout, et je l'aime beaucoup, Amadou Kourouba, parce que le premier texte d'Amadou Kourouba a été publié ici au Québec avant même de l'être en France. Donc Amadou Kourouba, ivoirien, qui le fait avec la langue malinké dans son texte Soleil des indépendances. Pour reprendre l'expression de Jean Bernabé, un collègue de Patrick Chamoiseau, je cite, « La différence de la mémoire propre à l'oral, la mémoire propre à la littérature est une mémoire ouverte en cela à l'innovation portée par l'imaginaire. » Donc l'innovation chez Chamoiseau, outre le fait qui a été largement étudié par la critique, qu'il transforme la langue française par sa créolisation, c'est au fait qu'il a su imposer au créole des transformations et des trouvailles sans pour autant le dénaturer. Autrement dit, à l'oraliture créole, l'auteur a su ouvrir des pistes littéraires. Et je termine avec le dernier tableau, celui qui figure sur... Alors vous voyez ici, dans le dernier tableau, donc il y a le français créolisé ou français de la Martinique utilisé dans le texte de Chamoiseau, la traduction créole que je propose et le français littéral qui aurait dû figurer à la place de ce français créolisé. Donc par exemple, il va dire, si je me regarde à la page 40, « repose ton corps ». En créole, c'est « poser corps ». Et en français littéral, il aurait fallu dire tout simplement « repose-toi ». Vous voyez un petit peu? Donc on va s'y jouer de faire de la traduction littérale de créole en français et ainsi essayer de créoliser la langue tout en la laissant grammaticalement correcte en français. Vous voyez un peu? Donc j'arrête là.